Retrouvez tous les jours Eric Ghetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité comme tout le matin. Les rédactions se rendent disponibles, elles sont mobilisées, on va en visiter une belle brochette ce matin. Aujourd'hui c'est mercredi, vous le savez, mercredi 7 février 2018, il est 7h presque 6 minutes à Iranaoui où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Merci d'écouter la géniale. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et dans les prochaines minutes, notre tour traditionnel des rédactions, nous avons choisi de visiter 7 rédactions ce matin. Il y a le bi-hebdomadaire Le Libéral, le site internet gapola.net, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Fraternité, l'hebdomadaire La Manchette, le Messager, et puis à Focus Info ce matin. Et ce mercredi, nous vous donnerons la parole, ce sera la libre antenne. Bon réveil avec Taxi FM, il est 7h. Et nous commençons avec le quotidien Togo matin, dans les kiosques donc ce matin. Le confrère évoque la lutte contre la pauvreté en milieu rural, accès aux filets sociaux et opportunités d'emploi pour les plus vulnérables. Vous lirez l'article dans le journal. Et par rapport donc aux discussions politiques, le 15 février prochain, les espoirs inclusifs et les vœux de succès de Kodjo Agbeyome. Le confrère revient sur le sujet ce matin. Également sur la question de la décentralisation, élections locales, les derniers réglages à découvrir dans le journal et l'éditorial du journal Togo Matin. Un dialogue, plusieurs logiques. Vous lirez l'article dans le journal, dans le quotidien Togo Matin. Et l'autre quotidien aussi dans les kiosques ce matin, c'est Liberté. Et nous avons au téléphone le directeur de ce journal, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et en évoquant la sortie de crise aujourd'hui, vous parlez des discussions politiques, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait se passer, Médard, en cas d'échec du dialogue? On pourrait craindre le pire pour le Togo? Oui, et le compte à rebours pour le dialogue très attendu a commencé. Et plus qu'une semaine, et on y sera. Mais fort des expériences du passé, beaucoup ne croient pas à cette énième discussion au regard des positions tranchées de l'opposition et du pouvoir qui aussi ne veut pas lâcher du lait. Et malgré les 51 ans de règne sans partage, il faut aussi rappeler que 26 dialogues ont été déjà organisés sans résultat probant et c'est le 27e qui va démarrer la semaine prochaine. Et les accords issus de différents dialogues n'ont pas été respectés, d'où le scepticisme de beaucoup de Togolais. Et cependant, beaucoup aussi nourrissent l'espoir que les discussions aboutissent à un compromis politique et permettent une sortie pacifique de la crise. Et toutefois, on se demande, en cas d'échec, une hypothèse à ne pas écarter, et donc on se demande à quoi aurait servi tout le sacrifice fait par le peuple. Et comment serait le pays? Les Togolais auront-ils à supporter la minorité pendant encore des siècles? Autant de questions que nous nous posons et nous estimons qu'en cas d'échec, il faut prendre des jours sombres pour notre pays. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse, c'est à la page 3. Vous avez également jeté un coup d'œil sur le rapport de l'Institut international de gestion des conflits. Togo, regard et analyse croisés pour une sortie de crise. On lira cela dans le journal à la page 3. Et puis, il y a un autre rapport sur lequel revenait, le rapport de Economist sur la démocratie. Le Togo, aujourd'hui classé 142e, Médard, est désigné régime autoritaire, c'est ça? Oui, tout le monde le sait, le Togo n'est pas une démocratie. Et bien que le régime tente chaque temps de faire croire le contraire, mais cela ne trompe personne, surtout pas des économistes intelligents unis
et une division de recherche et d'analyse d'un groupe de presse britannique qui vient de publier son rapport sur l'indice de la démocratie dans le monde. Et sur 167 pays pris en compte dans l'étude, le Togo occupe le 142e rang mondial, très loin derrière ses voisins immédiats. Et notre pays est classé dans la catégorie des régimes autoritaires. Et sur le plan régional, le Togo occupe la 35e place sur 44 pays situés en Afrique subsaharienne. Et plusieurs indicateurs ont été pris en compte dans le rapport, et comme le processus électoral, le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation à l'activité politique ou encore les libertés civiles. Et dans tous les domaines étudiés, notre pays a obtenu des notes qui ne dépassent guère la moyenne et 5 sur 10. Et avec ce pays, une république dirigée depuis 51 n'a pas une seule famille, sans lui offrir aucune possibilité d'ouverture démocratique. On n'est donc pas surpris qu'il ait une triste réputation en Afrique et dans le monde. Alors, on va maintenant évoquer la question de gouvernance, gouvernance responsable en Afrique, beaucoup plus à ce que vous traitez ce matin. La vérité de Nana Akufo-Addo à Emmanuel Macron et à ses pairs africains, vous revenez sur le sujet ce matin. Oui, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, médiateur dans la crise togolaise, a fait sensation le 2 février dernier à Dakar à l'occasion de la 3e conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation, en prononçant un discours très applaudi devant ses pairs africains et devant Emmanuel Macron. Et sans langue de bois, et Nana Akufo-Addo a déclaré que les pays africains ont des moyens de financer eux-mêmes leur système éducatif, de ne pas dépendre éternellement de l'Occident s'ils éliminaient la corruption. Et il a donné l'exemple que chaque année, 50 milliards de dollars sortent illicitement de l'Afrique et que ces fonds auraient pu faire beaucoup de choses sur le continent. Et le président ghanéen s'était déjà illustré en décembre dernier lors de la visite d'Emmanuel Macron à Accra en prononçant un discours mémorable. Et il avait invité les pays africains à cesser de conduire leur politique sur la base de ce que souhaitent les Occidentaux, lui ou la France, et que ça n'a jamais marché, et que ça ne marchera jamais. Et il avait dénoncé la malgouvernance des dirigeants africains qui est la cause de l'immigration des jeunes en Europe. Et nous estimons qu'avec son franc-parler, il dira la vérité à la classe politique togolaise et notre pays à sortir de cette crise qui n'en finit jamais. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris, on ira dans les kiosques pour chercher cette édition de Liberté pour les meilleures informations, bien entendu. Merci beaucoup à Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Taxi FM 93.1. Il y a aussi le hebdomadaire Le Dialogue qui est dans les kiosques ce matin. Avant la date du 15 février prévue pour le dialogue, les acteurs politiques dans l'optimisme, la pression de rue aura encore son sens, se demande le journal. Le 15 février 2018, une date acceptée par l'opposition de pouvoir. C'est le titre de notre article que vous lirez toujours à la page 3 du journal Le Dialogue ce matin. Éducation, bras de fer en syndicat, entre donc syndicats et gouvernement si vous voulez. La CISET appelle le groupe de travail à débuter les discussions par la question des primes. Vous lirez l'article dans le journal. Sur la crise bissau-guinéenne, la CEDEAO a réagi avec des sanctions. Vous lirez tout cela dans l'hebdomadaire Le Dialogue dans les kiosques ce matin. Notre deuxième rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du bi-hebdomadaire Le Libéral avec Fabrice Fetiesi. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoint Fabrice. Et dans votre éditorial déjà, vous parlez des dieux du dilatoire ce matin, sûrement en fait allusion à la question des discussions politiques. Hein?
Oui, les dieux dilatoires, et nous sommes revenus un peu sur ce ping-pong-là qui se déroule en ce moment entre la classe politique, notamment le pouvoir et l'opposition par rapport à la tenue du dialogue. Il y a eu, à un moment donné, la soif du dialogue manifestée du côté de l'opposition, et à l'époque, on estimait que c'est le pouvoir qui faisait du dilatoire. Alors aujourd'hui qu'on a la date, et on se rend compte également qu'on continue toujours par faire ce dilatoire-là du côté de l'opposition, et nous disons qu'en réalité, en politique, le dilatoire est également une stratégie, peut-être pour gagner le temps pour exprimer une certaine idée. Et donc, nous sommes revenus sur les différentes revendications que l'opposition continue de sécher sur son fil à linge. Nous sommes partis du retour à la Constitution de 92, le départ du chef de l'État, sans oublier la soif de la libération des détenus arrêtés dans le cadre des manifestations. Et aujourd'hui, on parle de la libération de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des incendies, qui est une affaire criminelle. Et on se pose la question de savoir, et si jamais on satisfaisait à cette revendication-là, laquelle l'opposition, du moins la coalition, devrait encore sortir par rapport à ce rendez-vous du 15. D'accord, très bien. Et toujours par rapport aux discussions politiques, vous évoquez le tour que Tikbi Atadam réserve à la coalition aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il est clair que lorsque vous observez les différents leaders politiques membres de la coalition depuis le début de la crise politique, vous sentez clairement que il y a un parti politique qui semble être constant dans sa logique. Il s'agit du PNP, qui dès le départ, son leader avait d'ailleurs déclaré que nous ne faisions pas ça pour aller à un dialogue. Et aujourd'hui, on se rend compte que le dialogue est pratiquement à nos portes, et on sent qu'au sein de la coalition, beaucoup savent, y compris même le leader de l'opposition, ils savent qu'en réalité, si solution il doit y avoir, cette solution viendrait d'une discussion des pourparlers politiques. Mais aujourd'hui, il y a une certaine hésitation au sein de la coalition, parce que celui qui sortira de cette coalition le premier pour dire ouvertement oui, je suis prêt pour aller à un dialogue, cette personne sera traitée comme un traître. Et donc aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, même si on l'accuse de faire un peu du dilatoire par rapport à la question des incendies, nous disons que ça participe à une certaine stratégie, c'est-à-dire que tout se joue un peu sur le leadership de l'opposition. Vous savez que depuis toujours, le leader qui incarne beaucoup plus le radicalisme, c'est lui qui est le mieux vendu au sein de l'opinion favorable à l'opposition. Et aujourd'hui, tout se joue entre Fabre et Tikbi Atadam. À supposer que Fabre affiche clairement ses intentions d'aller à un dialogue et contre toute attente, Tikbi Atadam décline l'offre, vous comprenez tout de suite que quelqu'un serait taxé de faire le jeu du pouvoir, et naturellement ce serait celui qui a accepté ouvertement le dialogue. Et donc aujourd'hui nous disons que c'est un peu à ce jeu qu'on assiste au sein de la coalition, surtout entre les deux leaders, celui du chef de file de l'opposition et aussi celui qui draine la rue depuis le 19 août dernier. Et donc il faut faire des calculs sur calculs, s'assurer un peu de ce que pense l'autre avant de prendre position, et nous estimons que dans cette situation, il y a deux hypothèses qui se profilent à l'horizon, et ces hypothèses-là, nos lecteurs peuvent les découvrir dans notre parution du jour. Naturellement, c'est à la page 3 qu'on lira cet article, le tour que Tikbi Atadam réserve à la coalition. Vous abordez également la question liée donc à l'éducation. La crise couvre toujours. Priorité aux primes. La CESET appelle à 3 jours de grève. Hein? Oui, à compter de ce jour, après la semaine dernière, la CESET appelle encore les enseignants à une grève, et cette fois-ci, c'est lié plus ou moins à l'ordre du jour, donc des discussions que la cellule qui a été mise en place doit avoir avec le gouvernement et les enseignants, ou du moins la CESET estime que les primes et les indemnités doivent être prioritaires dans les discussions, c'est-à-dire commentées par ça, alors que le gouvernement est dans une logique du genre, il y a d'autres préoccupations liées aux difficultés dans le secteur de l'enseignement, et que les indemnités, les primes seraient être une priorité dans la mesure où le gouvernement estime avoir fait déjà beaucoup par rapport à ces indemnités-là. Alors donc, à l'issue par rapport à ce mot d'ordre de grève, je crois que le syndicat a été clair et disent qu'il suffirait qu'on dise que
les primes et les indemnités sont prioritaires dans les discussions et tout de suite on arrête la grève. Et donc la grève devrait en principe commencer aujourd'hui. On attend de voir les réactions sur le terrain. Et puis aussi au niveau de la santé également, on entame ce mercredi 2 jours de cessation de travail dans les hôpitaux publics. Aujourd'hui et demain d'ailleurs, on aura l'occasion nous d'en parler à 11h avec les responsables du Synfort qui seront avec nous en studio ici. Il y a d'autres sujets que vous évoquez dans votre journal libéral, hein, Fabrice, liés donc à la politique sociale Faure Gnassingbé dans le Togo profond pour la mise en œuvre de nouveaux projets. Et puis la question liée à l'indemnisation des victimes des violences politiques, le HCRUN annonce la poursuite du processus. Merci beaucoup Fabrice Pekézi. Merci à toi Eric et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée à vous. Merci. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Mania Libéré, l'hebdomadaire, qui est aussi dans les kiosques ce matin, par rapport donc au 13e hommage au général Gnassingbé. Il y a des morts forts. Gnassingbé a prié pour le dialogue, nous renseigne ce matin le confrère Le Mania Libéré. Après près d'une semaine de l'ouverture du dialogue, les propos de certains leaders du groupe de 14, hein, la coalition, bien sûr, et les préalables brandis font planer le doute sur le démarrage serein des discussions annoncées pour ce 15 février, écrit le journal. Et puis, par rapport justement à ce dialogue, il y a l'interview du ministre J.B. Bawara que continue de diffuser la presse. Nous allons œuvrer de part et d'autre pour créer les bonnes conditions pour un dialogue serein et fécond, a déclaré le ministre de la fonction publique qui est toujours au centre des questions liées à la politique. Vous lirez son interview dans le journal Le Mania Libéré, c'est à la page 6. Il y a aussi un autre sujet lié donc à de nouvelles grèves dans l'enseignement et dans la santé. 72 heures pour la CZ et 48 heures pour les agents de santé à partir de ce mercredi. L'article est découvert dans le journal Le Mania Libéré. On me signale que c'est Joël Lega qui est au téléphone maintenant. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoint Joël. Vous aussi, vous abordez la question du dialogue politique au Togo. Résoudre l'équation des préalables avant l'ouverture pour un gain de temps et d'énergie. C'est ce que vous préconisez aujourd'hui. Hein? Effectivement, nous estimons que au-delà de ce que le communiqué du 2 février a dit, on peut aller au-delà et les acteurs ici, notamment le gouvernement, peut faire mention honorable en se penchant en même temps sur les préalables et exécuter ces préalables, du moins tout ce qui va au-delà de l'incendie, puisque personnellement nous estimons que les arrestations dans le cadre de l'affaire d'incendie ne font pas partie du dossier du débat ouvert depuis le 19 août. Donc nous estimons que s'il y a vraiment la bonne volonté, le gouvernement peut déjà exécuter ces préalables. Et nous estimons que ça va au crédit du pouvoir. Ça augmente son capital vis-à-vis des médiateurs. Et on verra que vraiment, ils veulent amener le pays à sortir de la crise. Et ça comme il est indiqué dans l'article, ça ne fera que gagner du temps et préserver des énergies pour le fond des débats qui porte sur la limitation du mandat en aucun cas, du mandat à 2 et en aucun sur la question de en aucun cas oui, et également les autres exigences que la coalition est en train de brandir. Très voilà. Bien. Écoutez, on pourra lire votre article là, à la page 5. Et puis, vous avez également évoqué la question des élections locales au Togo. Joël, les gars, est-ce que nous allons vers des municipalités creuses aujourd'hui? Oui, Eric, c'est une préoccupation que nous nourrissons. Vous savez, les communes, les préfectures vivent de quoi? Elles vivent des recettes locales. Et ces recettes locales sont constituées souvent de quoi? C'est les taxes municipales pour collecter les revendeurs, les revendeuses. Et donc, en résumé, les communes vivent plus des recettes des marchés. Mais quand vous faites le tour aujourd'hui
vous allez surtout à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'on a comme marché, qu'est-ce qu'on a comme affluence. Vous allez surtout dans le nord du pays, mais les marchés, il y a des marchés qui sont qui ne sont que occasionnels et des marchés où les exploreurs s'installent à même le sol, les marchés sur des cailloux comme on le fait de façon traditionnelle. Les marchés s'installent sur des cailloux, vous avez une quinzaine, une trentaine d'étalages maximum avec une affluence d'une centaine de personnes et juste pour une partie de la journée. Mais est-ce que vous imaginez que les conseils municipaux vont dire que 200 ils vont collecter combien pour s'autofinancer? Et or, on se souvient que la politique nationale de développement à la base déployée depuis plus de 10 ans avait pour mission de baliser le terrain à la décentralisation, notamment à travers la construction des marchés, à travers le renforcement des infrastructures communautaires, de sorte à permettre aux communautés à la base de se prendre en charge d'être financièrement assez autonomes et pour que les municipalités viennent quand même récolter les recettes que cela pourrait engendrer. Mais voilà, on se rend compte que on a construit des marchés ici et là, mais ces marchés sont boudés par les populations. Et des millions ont été injectés ici et là, mais ça ne prend pas. Et donc, on se demande de quoi vont vivre les conseils municipaux, les conseils préfectoraux, et une fois qu'ils seront élus, pendant qu'ils sont déjà un millier de conseillers à déployer au terme des élections locales. Et voilà le décor. Maintenant, on se demande également sur la forme. Est-ce que la classe politique va arriver à s'entendre sur le fichier électoral pendant qu'au sein des 14, aujourd'hui, il y a au sein des 14 ceux qui avaient déjà dénoncé le fichier en 2015 et qui sont aujourd'hui acteurs non négligeables dans les 14. Et voilà que les discussions vont s'ouvrir. Est-ce qu'on va s'entendre rapidement sur les 3,5 millions de Togolais déclarés comme électeurs autorisés, ou bien on va revoir à la baisse? Voilà un autre sujet. Et sans compter tout un tas de comptes que nous avons soulevé dans notre article sur la question de ces locales qu'on organise tardivement, mais on estime que c'est encore un peu précipité. Déjà, quand tu vois dans le budget du gouvernement, on se demande si ce qui est dégagé pour financer les collectivités, les conseils municipaux, les conseils préfectoraux, est-ce que ça suffira pour que ces conseils-là travaillent aisément? Très bien, écoutez, on lira votre analyse à la page 4. Et puis un autre sujet, vous évoquez le chantier de la réforme institutionnelle de la CEDEAO sous Faure Gnassingbé aujourd'hui. Oui, le chantier de la réforme institutionnelle, je crois que le chef de l'État a félicité là-bas parce que l'évolution qu'a connu ce chantier est notable. Il faut retenir que en application des conclusions de la 52e session du sommet des chefs de l'État, la dernière fois à Addis Abeba lors du mini-sommet, il a été convenu que les commissariats au sein de la CEDEAO seront élargis à 15 pour être équitables conformément au nombre de pays qui font partie de cette communauté. C'est une avancée notable, et sans compter que dans la foulée, institutionnellement, la CEDEAO s'est fait respecter dans la crise bissau-guinéenne. Quand nous voyons qu'au-delà de tout ça, c'est le leadership du chef de l'État, on se dit Faure Gnassingbé, c'est un autre homme. Dans la crise togolaise, c'est un autre international, ce qui nous fait présager que peut-être il peut encore nous surprendre dans l'objectif 2020 et quand on parle de la crise togolaise. D'accord, très bien, on a compris, on lira cela dans votre journal Fraternité dans les kiosques ce matin. Vous revenez également sur la fermeture de LCF et City FM, 1 an de sevrage, avec le message du directeur Luc Abaki à lire dans votre journal. Et puis il y a aussi le concours des lauriers du journalisme d'impact au Togo, un challenge pour l'émulation de l'excellence journalistique à découvrir dans votre journal Fraternité. Merci beaucoup Joël Égard. Merci mon frère. Allez, bonne journée. Bonne journée aux auditeurs. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer.
Taxi FM. Le journal Le Triangle des enjeux qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque l'exploitation du phosphate, le pillage à ciel ouvert et la gestion opaque. De nouvelles révélations. Fort Gnassingbé, principal bénéficiaire. Croit savoir le confrère Le Triangle des enjeux. Vous lirez l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 7. 13 ans de gouvernance absolue. Kofi Yamyan dresse un bilan sombre, drastique et catastrophique de Fort Gnassingbé, l'article de Covid dans le journal. Et puis, par rapport justement à la fermeture de LCFCT-FM, déjà un an de fermeture, les témoignages restent pathétiques, patents et parfaitement édifiants. Vous lirez l'article dans le journal. Dialogue, Alberto Olympio réclame le départ de Fort Gnassingbé. Et puis aujourd'hui, ça fait 8 ans, 9 mois, 26 jours que Kwacha Gnassingbé est en détention. Le confrère Triangle des enjeux demande qu'il soit libéré. Lui et le capitaine Dontema. On lira cela dans le journal Le Triangle des enjeux. C'est Tchaboré Bouraïma qui nous attend à sa rédaction. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Tchaboré. Parlant de la crise sociopolitique et le dialogue en perspective, cette question à lire dans votre journal, qui veut torpiller les discussions, Tchaboré? Oui, Eric, je vois que cette question mérite d'être posée parce que depuis l'annonce de la date du 15 février, oui, pour retenu par les médiateurs pour que ce dialogue puisse commencer, nous avons vu des déclarations et des sorties par-ci par-là, et particulièrement les déclarations du côté de la coalition des 14 partis politiques. Et cela inquiète plus d'un Togolais, parce que ces déclarations ne sont pas de nature vraiment à amener la sérénité et qu'un dialogue puisse se dérouler de façon sereine et de façon consciente. Oui. Vous vous rappelez le samedi dernier lorsqu'il y avait eu marche. D'ailleurs, cette marche, en principe, qui ne devrait pas se tenir, puisque dans le communiqué des envoyés des médiateurs, il était stipulé que, après la signature de ce communiqué, que les manifestations puissent s'arrêter. Mais c'est avec grande surprise que les responsables, c'était responsables de la coalition des 14 partis politiques sont sortis pour maintenir cette marche et dire qu'il fallait qu'ils marchent. Voilà la première violation. Et la première violation de ce qui est prévu et là où se trouve notre première crainte. Secondo, depuis ces derniers temps, vous avez vu les déclarations sur les radios, ces déclarations qui se fait et qui émanent de certains responsables de la coalition des 14 partis politiques qui tentent de faire croire qu'il faut absolument que ces préalables, ou bien leurs préalables qui étaient sur table, soient satisfaits afin que ce dialogue puisse se dérouler dans la sérénité. Tout ça là n'augure pas des lendemains meilleurs avec ce dialogue qui est annoncé et que les Togolais attendent de tous leurs vœux. Et puis ça, je me réfère aux déclarations de Mme Brigitte Adjamabo la dernière fois. Particulièrement hier sur une chaîne de radio qui dit que non, les Togolais pouvaient décider, marcher comme ils veulent. Donc cela, il y a une tension en quelque sorte qui se sent et qui fait que les Togolais ont peur, la plupart des Togolais ont peur. Autre chose, Eric, oui. Nous avons appris et que cela circule au niveau des réseaux sociaux. Il y a eu il aurait eu des altercations entre le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Favre, et Jean Tissi, qui est secrétaire général du CAR. Il y a eu des interventions parce que les deux ne s'attendaient pas, parce qu'il y a l'un qui voudrait que les gens puissent aller au dialogue, et l'autre, particulièrement le chef de file de l'opposition, qui n'entend pas de ses oreilles. Si ces informations sont avérées, Eric, vous comprenez que le 15 février annoncé risque d'être un dialogue borné. Ce dialogue qui est annoncé le 15 février risque d'être un dialogue borné. Voilà à peu près ce qui nous a poussé à poser cette question de savoir qui en réalité veut torpiller les discussions. Et franchement, la réponse est là. Et nous estimons que les Togolais voient, les Togolais écoutent. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les oreilles, les Togolais vont ouvrir les yeux plutôt pour voir et entendre ce qui se passe, ce qui va se passer et celui qui sera de mauvaise foi par rapport à ce dialogue. Parce que tout le monde est fatigué, le
gouvernement a annoncé sa bonne foi parce que, selon les expressions, il peut y avoir également des mesures d'apaisement qui peuvent suivre, mais à voir les déclarations qui sont faites du côté de l'opposition, on a des craintes. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3. Et puis vous aussi, ce matin, vous parlez de la banque BPEC. BPEC désormais aux mains de Sunu Investment Holding. Quelles en sont aujourd'hui, Tchabouré, les raisons de ce rachat-là? Oui, en fait, vous savez, Eric, nous avons commencé par faire des enquêtes autour de cette banque depuis plusieurs semaines parce que nous avions appris, entre-temps, qu'il y a Sunu qui voulait racheter cette banque. Parce que cette banque, il faut le dire, elle est tombée en faillite depuis des années. Et puis, c'était une banque également qui est virtuelle. C'est-à-dire qu'elle était là dedans, ça, il faut le dire, avec tout ce qui est fait en relation avec la mauvaise gestion, une gestion approximative. Il fallait quand même que l'État prenne ses responsabilités. Et effectivement, l'État a pris ses responsabilités et nous sommes parvenus à avoir une note, un décret du ministre des Finances en date du 2 février. Ça veut dire que la note elle est récente, qui vraiment stipule que Sunu a racheté la part qui s'élève à près de 58,1%. Donc ça veut dire que franchement, la part sociale de Sunu est élevée et c'est pratiquement connu. C'est la possibilité à acheter la banque. Maintenant, le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve au niveau de la manière dont les gens perçoivent ou bien les gens traitent ce sujet, ce rachat. Parce qu'au sein de la banque, selon nos investigations, il y a certains qui ne voudraient pas que ce soit ainsi. Alors qu'en le faisant, franchement, l'État congolais voudrait non seulement conserver les emplois avec nos frères congolais qui sont là, excusez-moi le terme, mais également donner un souffle à la banque. Ça a été fait et ça serait. Nous avons apprécié un certain nombre de cadres qui nous a relevé ce qui se passait, la manière dont la banque avait été gérée. Donc c'est tout un dossier que nous avons élaboré, Eric, franchement, et je voudrais vraiment inviter les lecteurs à lire parce que je ne vais pas commencer par citer les chiffres parce que ça contient énormément de chiffres qui sont des chiffres sur lesquels l'on peut s'appuyer pour avoir une idée globale de ce qui se passe au sein de la banque. D'accord. Très bien, écoutez, on a compris. On prendra le temps de lire quand même tout l'article pour une meilleure compréhension, puisque vous parlez de possibilité que la banque dégage un résultat positif pour le compte de l'année 2017. En tout cas, on lira cela. C'est la page 6 pour les auditeurs et vos lecteurs pour qu'ils ne se perdent pas trop pour retrouver l'article. Alors, vous parlez aussi de la promotion de la paix à travers le football. La diaspora togolaise résidant aux USA lance le tournoi du 5 février, eux aussi. Certainement, c'est une initiative que nous avons trouvée louable parce que, vous savez, à part ces temps qui courent avec la situation sociopolitique que nous vivons au Togo actuellement, je crois qu'il faudrait de telles initiatives pour essayer de rassembler les Togolais, pour essayer de promouvoir le vivre ensemble. Et si il y a une diaspora qui a pris sur elle cette initiative de poser ces bases et de rassembler les Togolais. Moi, je pense qu'il faut la soutenir. Le lancement a été fait la semaine dernière et c'est une initiative qui est soutenue par les chefs cantons de Dagoy-Niévé, de la préfecture Dagoy-Niévé. Et il s'est soutenu parce que, vous savez, Eric, oui, avec la situation sociopolitique, les tensions qui courent, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui prennent sur eux l'initiative de faire en sorte que les Togolais puissent parler, de faire en sorte que nous laissons de côté l'égoïsme, de ne voir que l'intérêt du pays. C'est comme ça sont les initiatives qui sont soutenues. Et moi, je dis bravo à cette diaspora, parce que la plupart du temps, on a toujours considéré la diaspora comme étant celle-là, comme étant les gens qui sont là à attaquer leur pays depuis l'extérieur. Mais il y a des gens également qui sont là, nous avons vu qu'il y a également des gens qui sont là aujourd'hui à ranger en quelque sorte l'image du pays à l'extérieur. Et voilà, ça, moi j'appelle ça diaspora positive. Il y a une initiative qui peut se tenir. Très bien, écoutez, on a compris, on lira le reste dans votre journal. Vous avez également évoqué la question liée à l'accès des populations pauvres aux services socio-économiques de base. Fornia Singbe lance 2 projets à Yaka Centre dans le Doufelgou. C'est à lire à la page 3 de votre journal. Merci beaucoup à Tchabouré Bouraïma.
Non, c'est moi qui te remercie, Eric, et puis salut à tous les confrères de la rédaction de Taxi FM, et plus particulièrement au directeur que je n'ai plus vu il y a longtemps. Je lui donne un petit coucou. Très bien, ben, c'est noté, il vous entend et on lui transmettrait quand même votre message. Merci beaucoup, Tchabouré, et bonne journée. Merci à toi, Eric. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il est 7h40 à Goué, à Siyeye. Merci de nous écouter. Merci à vous aussi qui nous suivez sur le www.radiotaxifm.com à Paris et à Toulouse. Nous évoquons ces noms pour ceux qui se manifestent dans la diaspora de ce côté, souvent sur notre site. Merci à vous. Alors, notre 5e rédaction, il s'agit bien de ça, ce matin. C'est le journal La Manchette avec Sylvestre Béni qui est au téléphone avec nous. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoint, Sylvestre. Et ce matin, vous aussi, vous accentuez votre journal là, sur l'ouverture du dialogue politique. L'armée joue sa partition et elle doit être aussi au centre, hein, c'est ça? Oui, Eric, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette nouvelle crise politique, et l'armée togolaise est au centre de toutes les convoitises. Elle est tiraillée de tous côtés. Il y en a ceux qui veulent que cette armée intervienne sur la scène politique. D'ailleurs, comme elle a fait le 13 janvier 1967, où le général Eyadema était près d'armes. Bon, à l'époque, il n'était pas général quand même. Eyadema était près d'armes. On déposé le régime de Nicolas Dionitsky. Donc, il y en a qui veulent que cette armée encore revienne sur la scène politique pour déposer le pouvoir de son fils Konya Singé. Mais d'autres aussi soutiennent que l'armée togolaise doit plutôt rester fidèle aux institutions de la République. Mais aujourd'hui, il y a presque une troisième voie, une voie médiane, si on peut le dire ainsi, qui veulent que l'armée joue effectivement sa partition pour restaurer les principes et valeurs démocratiques encore présents. Alors, et ils souhaitent que l'armée participe au prochain dialogue, tant plus que cette armée, depuis, il est vrai que selon les dispositions de l'article 147 de la Constitution, l'armée togolaise est républicaine et apolitique, ce qui est vraiment discutable. Donc il y en a qui veulent que cette armée participe donc à la table de négociation afin que le Togo puisse connaître une alternance pacifique. Donc voilà, donc cette armée est attendue et si vous voyez, donc aussi notre une, donc c'est le chef d'état-major qui est aujourd'hui interpellé. Donc, il y en a qui disent que si l'armée togolaise ne participe pas au prochain dialogue, ce sera donc un fiasco. Parce qu'elle est au centre de toutes les convoitises, elle est celle qui est, du moins à la tête du régime, parce que beaucoup considèrent Konya Singé comme la branche civile de l'armée, que l'armée est en fait l'armée qui dirige le Togo et Konya Singé n'est que la branche civile. Donc, ils veulent que les politiques discutent directement avec ceux qui sont à la tête de l'État pour qu'on ait une alternance pacifique. Donc, l'armée joue effectivement sa partition et on espère, même si les dispositions constitutionnelles ne le permettent pas, on espère que les politiques puissent quand même trouver des voies et des moyens pour engager des discussions avec cette armée-là pour que on ait une alternance pacifique. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira votre analyse. Dans le journal, la manchette à la page 3, c'est bien ça. Et puis, votre interview exclusive ce matin, c'est le professeur Apédo Amand. Il dit il faudra s'attendre à des jours sombres pour ce pays. Oui, dans notre série d'interviews que nous accordons aux acteurs politiques, cette fois-ci, nous voulons donner la parole à un acteur de la société civile, le professeur Apédo Amand, et il n'est plus à présenter, universitaire, il est aussi écrivain et professeur et dans les universités du Togo. Il est un observateur avisé de la scène politique. Donc lui avait donné la parole pour se prononcer sur la nouvelle crise politique. Et le professeur Amand également soutient aujourd'hui que pour qu'il y ait une alternance pacifique sans diffusion de sang, il faut aussi échanger avec l'armée, parce que l'idée encore revient. Et en analysant du moins les prémices, tout ce qui précède ce dialogue politique,
il croit, il dit que si rien n'est fait pour engager des discussions avec les vrais acteurs, ceux qui sont dépositaires, ceux qui sont à la tête du régime, c'est-à-dire l'armée, si rien n'est fait à discuter avec ceux-là, il faudrait s'attendre. Si il y a fiasco, si on connaît encore un échec de ce dialogue, il faudrait s'attendre donc à beaucoup de problèmes, il faudrait s'attendre à des lendemains sombres pour le Togo, tandis que la rue va gronder, depuis la rue va encore gronder, et c'est l'armée encore qui va revenir sur la scène, et on risque de connaître des lendemains ou des jours difficiles donc, dans cette république. Donc il est intervenu sur d'autres aspects donc, de la chose, comment engager, comment discuter entre les acteurs politiques pour qu'au moins ce dialogue, le 27e ou le 26e du genre, ils connaissent donc une fin heureuse. Très bien, écoutez, et puis vous parlez aussi d'une situation beaucoup plus au niveau du commissariat central de Lomé. C'est une alerte que vous donnez en réalité, et puisque vous écrivez que la police vole les Togolais, c'est quand même grave. Oui, depuis quelques jours, notre rédaction, le journal La Manchette, reçoit des plaintes auprès de certains Togolais qui se plaignent de quelques anormalités. Donc au niveau du commissariat central de Lomé. Aujourd'hui, si vous voulez obtenir un visa ou si vous voulez faire la demande de mariage, il faudrait qu'on vous délivre un certificat de résidence. Donc, tout Togolais qui veut avoir le visa ou doit quand même aller au commissariat central. Normalement, c'est les arrondissements qui délivrent ce document, mais ces arrondissements déléguent le pouvoir au commissariat de le faire. Alors, si vous allez au commissariat central de Lomé pour avoir ce document, Eric, on vous demande de payer 2500 ou 3500. C'est selon la tête du client. Vous venez et vous demandez, vous voulez avoir un certificat de résidence, on vous dit de payer 2500 ou 3500. Mais figurez-vous, vous n'avez droit à aucun reçu. Maintenant, lorsqu'on vous délivre ce document, il n'y a qu'un table de 500 francs là-dessus. Alors, nous nous sommes demandé pourquoi faire payer 2500 ou 3500 au Togolais si sur le document administratif, il n'y a qu'un thème de 500 francs. Alors, notre rédaction s'est transportée dans les locaux du commissariat central pour avoir plus d'explications. Nous avons discuté avec le commissaire principal donc, du commissariat central de Lomé, le commissaire Tchala Sama, qui visiblement est surpris donc, pour la nouvelle. Mais l'homme estime qu'il est nouvellement affecté donc, dans les locaux de cette institution. Lui-même va mener ses propres investigations pour en savoir plus. Donc, si le document doit coûter 2500 francs ou 3500 francs, il faudra au moins qu'il y ait des reçus, qu'on délivre des reçus aux Togolais. Maintenant, si les prix diffèrent selon la tête du client, là, on constate qu'il y a une anormalité. Maintenant, vous allez dans une institution pour payer et vous n'avez droit à aucun reçu. Moi-même, j'ai fait un tour où on vous dit, vous payez et puis c'est bon, vous passez pour le prendre. Donc, il y a un certain nombre. Donc, nous avons fait des investigations pour savoir où sont passés les 2000 ou les 3000 francs restants qu'on comprenne, si on peut le dire gratuitement chez les Togolais. Donc, c'est une enquête que nous avons menée et nous invitons nos lecteurs à découvrir cela dans les colonnes du journal La Manchette ce matin. On lira tout cela, rassurez-vous. C'est à la page 7 qu'on verra votre alerte. La police vole les Togolais. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci Eric et bonne émission à toi. Et merci et bonne journée à vous. Merci, bye. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements. Et nous avons au téléphone maintenant le rédacteur en chef du bimensuel Focus Info, c'est Marc Aboflan. Marc, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs du meilleur taxi matinal de tout Lomé. Allez, merci de nous avoir rejoint Marc. Et votre dossier, le dossier que vous publiez ce matin, c'est par rapport donc au bouillon. C'est Cube Magie, Jumbo, Jamila, Gino, des poisons lents dans nos assiettes, hein, c'est ça? Bien évidemment, vous savez, tout le monde connaît ces cubes, ces bouillons, comme on les appelle, et c'est devenu des éléments indispensables dans la préparation
des mains par les différentes ménagères. Et nous choisissons aujourd'hui de faire justement un zoom sur ces différents bouillons parce que ils représentent véritablement un danger pour les consommateurs. Et comme nous disons dans le dossier, c'est une industrie, l'industrie du bouillon, rien qu'au Togo pèse près de 10 milliards de francs CFA et ces bouillons-là qui sont quasiment utilisés, vous savez, une personne en prend matin, midi et soir dans pratiquement tous les repas. Alors que par exemple, quand on prend seulement la quantité de sel qui est contenue dans un bouillon, ça fait pratiquement 5 grammes, alors que l'OMS recommande justement à un être humain de ne prendre que 5 grammes de sel par jour. Et au-delà de cette trop forte contenance en sel, le cube contient d'autres substances toxiques qui sont ingérées chaque jour et qui représentent véritablement un danger pour la santé d'un consommateur. Nous faisons également le zoom sur des solutions alternatives, notamment ce qu'on peut appeler les solutions de grand-mère. Il y a des produits locaux bien connus comme la moutarde de Néré, communément appelée Afiti, mais également le laon qui est une sorte de poisson de composition produit localement. Nous rappelons que le véritable problème de ces bouillons, c'est ce qu'on appelle le GMS, le glutamate monosodique, qui compose pratiquement tous ces bouillons et qui font que l'industrie est prospère. Je le disais tout à l'heure, 10 milliards de francs CFA annuellement brassés sur le dos des consommateurs. Et nous terminons ce dossier par un zoom sur la société Africube, qui est une jeune start-up togolaise qui veut révolutionner le marché du bouillon africain. Africube qui propose depuis presque 6 mois déjà sur le marché togolais des bouillons produits localement avec des produits locaux sans glutamate et en tout cas qui peut représenter une alternative sérieuse au bouillon que nous consommons déjà. D'accord, très bien. Écoutez, votre dossier, c'est sur 2 pages, page 10 et page 11. Vous avez parlé également de la politique. On ne va pas quand même la commenter. Dialogue, faut-il y croire? Qui paie la facture des voyages des leaders de la coalition du G14? On lira cela, page 2 et page 4. Alors, ce qui nous intéresse aussi dans votre parution du jour, c'est un fait de société avec les pratiques occultes, la nouvelle trouvaille des Togolaises pour séduire les hommes, Marc. Et vous savez, nous sommes à la veille de la Saint-Valentin, ou encore dans ce que les gens appellent le mois de l'amour, le mois de février. Et dans cette période, généralement, les femmes et les hommes aussi, des fois, rivalisent d'ardeur pour se séduire. Et dans ce dossier, nous faisons un zoom sur des pratiques particulières parce que si avant le maquillage, l'habillement, la coiffure suffisait justement pour aguicher un homme, aujourd'hui, et c'est ce que nous proposons dans ce dossier, ce genre de pratiques ne suffisent plus. Les femmes ont beaucoup plus recours à des pratiques occultes pour garder leurs hommes. Et des fois, ce n'est pas non seulement pour avoir un homme ou le garder, mais c'est généralement aussi pour aider, pour que ces hommes puissent leur donner des sous, tout simplement pour avoir des enfants. Et nous avons interrogé dans cette enquête beaucoup de personnes qui reviennent sur ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène de botany, qui est un grand dossier que nous proposons. Et chose assez surprenante, les femmes utilisent également le sperme dans ces différentes pratiques pour séduire les hommes. D'accord, très bien. Écoutez, on lira cela dans votre journal. Et puis, le troisième sujet, c'est par rapport donc à la mode. À Lomé, c'est ce que vous écrivez, la guerre des boutiques Zara n'a pas lieu, Oui, bien évidemment, la guerre n'a pas lieu parce que les consommateurs togolais ont pu le constater. À Lomé, déjà depuis quelques mois, on se rend compte qu'il y a 2 enseignes Zara qui a le droit d'utiliser justement la marque espagnole ou de le commercialiser au Togo. C'est cette question-là que nous posons dans cet article et nos différentes investigations nous ont fait savoir qu'il y a 2 boutiques aujourd'hui qui revendiquent la légitimité de la marque Zara au Togo. Il y a la boutique En Pointe Zara by Zara de notre compatriote Peter Anthony
mais également la nouvelle boutique Zara Mall du Libanais Ali Hodjej, qui se dispute un peu la légitimité de la marque Zara. Nos investigations nous ont conduit à nous rendre compte que ces deux opérateurs-là opéreraient dans l'illégalité, dans la mesure où, vous savez, la marque Zara, depuis sa création en 1970, la marque Zara, qui est une marque espagnole, a opté pour un développement en succursale. Et donc, toutes les boutiques Zara qui sont ouvertes de par le monde, il faut rappeler que Zara est présente dans près de 140 pays avec 7000 boutiques. Toutes ces boutiques-là sont la propriété exclusive de la maison mère de Zara qui s'appelle Inditex. Et donc, il est impossible pour un entrepreneur individuel d'ouvrir un magasin Zara en franchise. Et comme vous le savez, nous avons approché les deux responsables des boutiques Zara à Lomé, même si chacun conteste la légitimité de l'autre, aucun n'a pour le moment envie de tenter une action en justice. D'accord, tant mieux. On suivra tout cela de près, Marc Aboflan. Merci quand même pour votre disponibilité ce matin. Merci Eric et bonjour à vous. Allez, bonne journée à vous également. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre dernière rédaction ce matin, Thierry Afanokoué au téléphone, c'est pour évoquer les sujets traités sur le site gapola.net. Thierry, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et on va aller à l'essentiel et sur le sujet des étudiants de Lomé. Folie Sativi et un groupe d'étudiants ont été appréhendés hier à Lomé. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? Quelles sont les vraies raisons aujourd'hui? Oui, hier, quand les arrestations sont intervenues, nous avons cherché ici et là pour savoir les réelles raisons donc qui ont motivé l'arrestation de moins une dizaine d'étudiants, dont celui Sakiri, le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, LTDE, qui ont été arrêtés donc hier, alors qu'il s'apprêtait à animer une assemblée générale sur le campus universitaire de Lomé pour exiger, entre autres, l'augmentation des tranches et leur sortie avant le début des examens, la fin donc du système des un cours KO et la reprogrammation de toutes les unités d'enseignement, la suppression des critères d'octroi de tranches et l'augmentation du début de la connexion. Alors, quand l'arrestation s'est produite, donc, comme je le disais tantôt, nous avons eu à contacter le professeur Dodi Kokoroko, qui est donc le président de l'université de Lomé, qui d'ailleurs nous a confirmé ces arrestations. Et il nous disait, quand les étudiants avec des frondes, lances et acides dans des bidons pour s'en prendre à la police universitaire, nous devons agir et je confirme donc l'information, ils sont à la DPJ. Voilà donc ce que le président de l'université de Lomé nous a dit hier quand Sativi et compagnie ont été arrêtés. Et Eric, alors que Sativi, il faut le rappeler, fut arrêté en 2017 sur le campus universitaire de Lomé, jeté à la prison civile de Lomé, puis condamné à 12 mois de prison avec sursis l'année dernière. Donc, on se demande, alors que sa peine court, pourquoi il récidive en se faisant de nouveau arrêter presque pour les mêmes motifs. Et au niveau de Gapola.net, la question que nous posons, qui est d'ailleurs celle de beaucoup d'observateurs, est de savoir si Folie Sativi serait en mission commandée avec sa LTDE pour déstabiliser le campus et faire échouer les réformes engagées par le professeur Dodi Kokoroko et son équipe. Et selon les avis donc de ces observateurs, l'actuel président de l'université de Lomé serait en loin des plus coopérants que ce temple du savoir est connu. Alors, l'autre sujet aussi à lire sur votre site, c'est par rapport donc au dialogue politique avec Messan Agbeyome Kodjo et son parti au but qui invite l'opposition à la vigilance au cours des discussions.
Oui, le 15 février prochain, les Togolais, ou du moins le pouvoir et l'opposition, surtout les partis regroupés au sein de la coalition, vont discuter et ces discussions intéressent au plus haut niveau au parti, l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire de Maître Gabriel Agbeome Kodjo qui, dans un communiqué, invite donc les protagonistes de la crise qui gangrène donc le Togo depuis 6 mois déjà à faire preuve de bonne foi afin qu'une sortie de crise soit trouvée à l'issue du dialogue. Alors, son communiqué intervient donc après celui du net de Jerry Tama et d'autres formations politiques d'ailleurs. Et dans le communiqué de Obu, on salue donc cette décision des acteurs politiques d'aller à la table de discussion et le communiqué souligne la formation politique Obu prend acte avec le plus grand intérêt du contenu de la communication délivrée par les émissaires des éminents médiateurs ghanéens et guinéens au terme de laquelle tous les protagonistes de la crise togolaise sans exclusive sont conviés au dialogue politique dont l'ouverture des pourparlers est programmée pour le 15 février prochain. Donc, dans cet article, nous sommes revenus donc sur l'observation ou ce que l'OBU pense de ce dialogue. Nous invitons donc les électeurs à faire un tour donc sur le www.gapola.net pour en savoir davantage. C'est bien cela. Thierry, on devrait aborder le troisième sujet, mais on est acculé par le temps. Merci quand même pour votre disponibilité à être avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Il est 8h04 sur notre Radio Taxi FM. Merci de nous suivre. Et c'est la libre antenne. Vous avez l'antenne à partir de cet instant, le 93 96 99 99. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez interpeller l'autorité sur un sujet précis, attirer son attention ou l'attention de vos concitoyens sur un problème qui se pose chez vous. 93 96 99 99. Nous sommes dans Taxi Média Show sur la radio Taxi FM Lomé, la géniale. Et notre premier auditeur ce matin, allô? Bonjour Eric. Oui, bonjour mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je vais bien, c'est M. Nana, j'appelle d'Agouin. Monsieur Nana, nous vous écoutons. Oui, c'est par rapport à ce qui se passe dans le commissariat dont votre confrère faisait allusion tout à l'heure. Oui. Effectivement, même... Vous avez un témoignage? Allô? Vous avez un témoignage? Bien sûr, bien sûr. Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois. Ah oui? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Pour une certaine déclaration de perte, par exemple, supposons que vous avez perdu la carte grise de votre moto, vous allez au commissariat pour faire la déclaration de perte. On vous prend 2000 francs. Alors que sur la déclaration, il n'y a qu'un terme de 500. Ah oui? Même pour les attestations de vente que nous faisons, par exemple, une attestation de vente que tu veux légaliser après avoir vendu une moto, on vous prend 2000 francs, alors que sur l'attestation de vente, il n'y a qu'un terme de 500 aussi. Alors, ça se passe dans quel commissariat à Lomé? Moi, j'ai fait ça plusieurs fois au commissariat d'Agouin. Donc, il vous donne un document comportant un timbre de 500 francs alors que vous avez payé 2000 francs. Pourquoi est-ce que vous ne réclamez pas? Vous allez vous plaindre chez qui? Puisque le commissaire qui disait qu'il n'est pas au courant, qu'il va faire les enquêtes, là, c'est un faux problème. D'accord, très bien. Ils sont tous au courant de ce qui se passe dans les commissariats. Et ça, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le noter vous aussi ce matin. Merci beaucoup Nana, merci de nous avoir appelés. On en profite pour saluer tous nos amis d'Agoué. Merci et bonne journée de ce côté-là. 93 96 99 99, nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Allô? Oui, bonjour mon cher ami Gator. Bonjour mon grand citoyen d'État donné, comment allez-vous? Ça va, le Saint-Éric. Je vous envie pas votre nom, hein, monsieur Gator, mais ici est Galais.
Nous vous écoutons, Donné. Oui, bon, il y a les tuyaux de la régie sont en déphasage avec la réalité au niveau de Léo 2000. Ça fait de 6 jours que je vois les tuyaux, que l'eau coule. Au niveau de Léo 2000? Oui, le carrefour Léo 2000, l'eau coule abondamment là-bas. Donc, ce matin, nous interpellons la régie, à faire diligence à ce niveau. D'accord. Ça fait plus de 6 mois que je parle des fruits tricolores du nouveau marché, c'est pas le marché agricole. À ce niveau aussi, c'est un déphasage avec la réalité. Plus de 6 mois, hein, on parle de la démocratie, d'un état de droit, plus de 6 mois. Ben, les feux, il nous semble que les feux ont commencé par travailler. Non, à ce niveau, ça ne travaille pas. Non, à ce niveau, ça ne travaille pas. À quel niveau précisément? Parce qu'au niveau de la station Cap, je pense que le fait tricolore qui est là-bas travaille. Non. Quand vous quittez, par exemple, le nouveau marché à signer en allant vers le carrefour de Lyon. Oui. Quand vous cherchez sur le marché, les deux feux tricolores que vous trouvez passer, c'est 2 voies pour aller comme retour. Bien sûr. Les feux tricolores ne travaillent pas. Voilà. D'accord, très bien. Le troisième point ce matin, c'est on parle de dialogue. Le dialogue égale mensonge dans ce pays. Moi, à mon humble avis, dialogue égale mensonge dans ce parce que ça ne va rien donner. Je vous le dis aujourd'hui, rien sous le soleil, ça ne va rien apporter. D'accord. Au passage, je dis bonjour à Camille Dex. Ça fait longtemps que je l'ai pu écouter, madame ici et puis monsieur Colani. Oui, c'est vrai. Très bien. Merci beaucoup, Donné. Merci de nous avoir appelés. C'est quand même important que quand il y a des difficultés dans vos quartiers, que vous appelez la radio pour les signaler, notamment le cas au niveau de l'eau 2000, tel que l'évoque Donné tout à l'heure. Les tuyaux de la régie ont cédé depuis 6 jours et l'eau coule depuis 6 jours. Et les services de la régie, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas été alertés par les riverains. C'est le cas maintenant à l'antenne. Les services de régie n'ont qu'à bouger ce matin pour régler ce problème au niveau du carrefour Léo 2000, tel que signalé par l'auditeur Donné ce matin. Merci beaucoup. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, je m'intéresse au mouvement d'humeur observé ça et là, soit dans l'administration, surtout dans l'enseignement et autres. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est le ministère technique de la fonction publique. Vous savez, le ministère de la fonction publique ou bien les services de la fonction publique constituent les services techniques de l'administration, de la gestion de l'administration. Et leur revendication, c'est ça me fait un peu pitié. Parce que c'est un service qui est laissé pour comme ça, il faut l'avouer. Jusqu'à une époque récente, quand vous rentrez dans les locaux, vous observez encore, il devait y en avoir encore des machines mécaniques là. Oui, si. On tape, vous écoutez. Oui. Il devait y en avoir. Il y a un certain nombre de services qui utilisaient ces machines. Il y a le ministère de la Justice, il y a le commissariat, et ça doit exister encore la fonction de. Donc, ça vous dire jusqu'à quel point ce service est négligé. Négligé même au point que les tests qui devaient même les gérer, ces tests sont négligés. On n'a pas pris des mesures pour les soulager un peu. J'écoutais tout récemment un des grévistes disant que pour leur statut qu'ils sollicitent, on leur disait que c'est une relève du statut général de la fonction publique, c'est vrai, et qui ne devait pas constituer une particularité. C'est vrai, mais on devait quand même reconnaître leur boulot. Mais ce que je voudrais dire, qu'ils prennent ça sportivement, ce n'est pas pour les énerver. Vous savez, l'administration marche sur des tests. On ne doit pas confondre le statut de la fonction publique et les contrats signés avec les sociétés autres pour l'emploi. Et quand vous rentrez dans l'administration, c'est un moule, vous rentrez dedans, vous sortez, tout est prévu jusqu'à votre retraite. Tout ce qui devait vous faire, vous concernant, est prévu dans les tests. C'est un statut que vous avez. Oui. Et quand vous avez l'arrêté de nomination qui vous prend comme fonctionnaire, vous êtes moulé dedans. Donc, toutes ces revendications doivent
se faire en tenant compte de ce statut. Les primes d'écran, c'est tout récent quand même. L'écran, presque tous les services utilisent l'écran. Donc, c'est de nouvelles primes qu'on devait faire. Et ça devait figurer dans un test. Vous savez, les services qui bénéficient du 13e mois, par exemple, oui. c'est prévu. Parce que pour débloquer un fonds, il faut une ligne budgétaire. Bien sûr. Et on devait doiter cette ligne-là. Or, selon ce qu'il dit jusqu'alors, il n'y a pas cette ligne. Ce n'était pas prévu. Et ce qu'il devait faire aujourd'hui, c'est de faire un tout pour qu'on précipite les tests là pour insérer ces primes dans ces tests. Sinon, ce serait vain de discuter, nous voulons telle prime, nous voulons telle prime, alors que ce n'est pas prévu. Il faut qu'il fasse tout pour qu'on précipite l'élaboration de ces tests pour les satisfaire. Nous reconnaissons bien qu'il travaille beaucoup, mais il faut quand même que les tests soient mis pour faciliter la tâche aux autorités. Vous voyez, les autorités ont du mal même à les convaincre, parce que la plupart de ceux qui les gèrent, ils ne sont pas des fonctionnaires. Oui. C'était des gens du privé qui sont soit directeurs de cabinet ou ministres, etc. Donc ils ne maîtrisent pas forcément la réalité. Voilà. D'accord, très bien. C'est compris, M. Maglo. Merci quand même de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue. Passez une excellente journée au niveau de Agouen Zongo, 93, 96, 99, 99. On est sur la radio Taxi FM Lomé. Notre quatrième auditeur, allô? Allô, monsieur Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Koulani, comment allez-vous? Je me porte bien. Nous vous écoutons. D'abord, je veux rebondir sur ce que certains ont dit déjà au niveau de la police, là. Oui, vous avez aussi des témoignages? Oui. Quand on voulait faire notre statut là pour la politique, on demandait des certificats de résidence. Oui, bien sûr. Oui, et puis au niveau d'Agoué, on te demande 5 000, mais c'est 500 qu'on va mettre comme thème sur le papier. Mais comment c'est possible tout ça? C'était 2500. Et je me suis déporté au niveau du directeur général de la police pour l'expliquer ça. Et il a appelé le commissaire central, oui. Vous comprenez? Oui. Et pour dire qu'il ne connaît pas ce genre de choses. Et on a dit non, qu'ils ont donné comme argument, oui, des fois pour se déplacer, ils n'ont pas de moyens, dont les 2000 francs permettent à la police de se déplacer pour aller voir si réellement il réside dans tel milieu. Mais où est le reçu? Et c'est l'individu, c'est le citoyen togolais lambda qui doit payer le déplacement de la police. Et je leur faisais savoir que je faisais partie j'ai fait l'administration. Et je sais qu'il y a des budgets pour chaque ministère. Si vous n'avez pas de l'argent, donnez votre sollicité. Chaque année, on demande quels sont vos besoins. Dites que vraiment la police a besoin de ceci, le ministère de la Sécurité ou bien quoi a besoin de ceci, on vous le donne. Ce n'est pas l'individu qui va vous le donner. Les 500 francs font partie de vos boulots. Mais vous voyez, les Togolais, sans vous mentir, c'est pourquoi je dis, ce dialogue-là, ce n'est pas le dialogue de fort. Oubliez le chef de l'État. C'est un individu, il est mortel. Et déjà, on a mis dans la tête des Togolais, et cette germe-là qui va germer que les Niatingou, bien 50 ans de règne, ne va plus régner en 2021. Déjà, c'est bon. Maintenant, prions pour ce dialogue-là, pour que les institutions fortes, comme vous le dites souvent en Boïbo, s'installent dans ce pays. Parce que c'est à tous les niveaux. Si vous regardez seulement le chef de l'État, le bas, c'est autre chose. Aujourd'hui, si vous voyez même les conducteurs des taxis, des syndicalistes, là, il y a des taxes à leur niveau, ils ne savent pas où va, c'est pas la propriété ni la mairie, mais c'est entre eux, tu n'es pas de leur syndicat, on t'impose de donner de l'argent. Et après, on dit que cet argent permet, quand tu fais accident, ils vont se déplacer, cet argent permet de fêter et de priver. Mais est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Même au niveau des marchés, les femmes sont là, elles vendent, on les force. Quand tu viens, tu veux vendre, on te dit, mais si tu veux vendre ici, tu dois nous payer. Mais ce n'est pas la taxe de la mairie, ni de la préfecture. Les individus qui érigent des textes comme ça et qui imposent des femmes ou bien des individus à certains niveaux, ce n'est pas bien. C'est pour vous dire que prions tous, surtout au niveau des journalistes, je n'ai pas de leçon à donner aux journalistes, mais prions tous quand même pour ce dialogue-là, pour de vraies choses sortent. Que ce soit, celui qui est gagné dans cette affaire, c'est le peuple togolais, M. Eric. Bien sûr. Si UNI met le peuple en avant et le parti et l'opposition met le peuple en avant, je pense que ça doit marcher. Quand même que la vérité règne là-bas et que le Seigneur nous inspire tous. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée à Gouin. Merci à M. le grand citoyen d'État Koulani, Maglo, Doné Nana, qui a été le premier à nous appeler. Merci à vous tous. On arrive comme cela à la fin de Taxi Media Show de ce mercredi. Aujourd'hui, c'est 7 février.
2018, bien sûr. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique. Je voudrais aussi vous rappeler rapidement que dans les kiosques ce matin, vous avez le journal Le Mania Libéré. Il y a la manchette aussi qui est dans les kiosques. Le Messager également est dans les kiosques. Focus Info, Fraternité, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le site internet que vous pouvez visiter gapola.net. Il y a l'hebdomadaire le Libéral également qui est dans les kiosques ce jour. Il y a le Triangle des enjeux également qui est dans les kiosques ainsi que l'hebdomadaire Le Dialogue. Merci à vous tous. Juste après nous, Emmanuel Afanyagbe reprendra donc le volant tout tranquillement et vous mènera jusqu'à 9h. 9h où vous retrouverez Flamme Sassi, c'est sûr, hein, pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Roniglo vous retrouvera pour le journal ANV. Nous autres, on vous donne rendez-vous à 11h avec les confrères. Nous reviendrons sur la situation socio-politique de notre pays. Passez une excellente journée. Appelez-moi Saint-Érigator. À bientôt. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.